À la Bilipo, qui rouvre ses portes, donc vous l'avez vu après les travaux. Donc il y a eu des travaux d'accessibilité et d'insonorisation, donc on est dans des locaux rénovés. Donc je suis Alice Jacquelin, la nouvelle responsable de la bibliothèque de littérature policière, et je suis ravie d'accueillir l'équipe de l'association 813 pour la remise des trophées et pour la rencontre qui va avoir lieu juste avant sur les polars d'Europe de l'Est. C'est donc la 3e année consécutive, si je ne me trompe pas, parce que comme je viens d'arriver, je n'ai pas tout à fait la mémoire des événements. C'est un moment très important de la vie littéraire du polar, et donc, comme le prouve cette assemblée très nombreuse. Nous sommes dans un moment un peu de changement pour la Bilipo, puisque la direction se reforme, des nouvelles personnes vont arriver dans l'équipe, donc on est très contents. Moi, je suis moi-même très heureuse d'avoir ces nouvelles fonctions de responsable de la Bilipo. C'est un lieu que j'ai beaucoup fréquenté dans ma vie d'universitaire précédente. Et donc, il y a une nouvelle configuration, de nouveaux services, puisque vous l'avez peut-être vu, le hall sera destiné à accueillir du prêt, donc une bibliothèque idéale du polar. Alors, ce ne sera peut-être pas la vôtre ou la vôtre, mais ce sera celle de la plus idéale possible, en tout cas. Ce sera début 2025 et la salle Messac ici même accueillera toujours des événements, des conférences, une petite exposition que vous voyez peut-être avec les trésors, quelques trésors de nos collections. Très rapidement, vous avez une table de fascicules criminels, une table de romans dessinés, une vitrine avec les illustrations de Guetmer, qui est un fonds spécifique de la Bilipo, et une vitrine sur les chansons criminelles. Nous avons aussi présenté quelques romans de l'éditeur, Lucas Gulot, représenté ici par Sébastien Vespizer, qui nous fait l'honneur de sa présence. Nous avons aussi dans le hall mis des romans traduits par Camille Barbarski, qui est aussi l'un de nos invités du jour. Et enfin, une vitrine avec les nominés des trophées 813, dont nous n'avons pas encore les lauréats pour le moment. La remise des prix aura lieu vers 18h, voilà, je ne me trompe pas. Elle est donc précédée d'une rencontre qui sera animée par Hervé Delouche, que nous remercions de sa présence aussi. Donc merci à tous et à toutes à nouveau pour votre présence. Je laisse la parole à Corinne Nédec, qui est présidente de l'association 813 des Amis de la littérature policière, association qui fait évidemment un travail incroyable de diffusion du genre et de vulgarisation de cette magnifique littérature. Merci aux membres de l'association pour leur confiance, merci à l'équipe de la Bilipo, Brigitte, Patrick, Elsa et Laurence, qui ont permis la remise en état de la Bilipo après les travaux et grâce à qui on peut aujourd'hui se réunir. Voilà. Merci. Essayer d'être la plus brave possible, donc bienvenue à vous et merci de votre présence. Merci beaucoup à Alice Jacquelin qui est en poste, je crois, depuis 1 mois, hein, c'est ça. On a eu très peur pour les locaux, puisque Sylvie K, qui la précédait, m'avait envoyé un mail un petit peu au secours fin mai. Ils ont ouvert mardi. Voilà, c'était juste, on a failli être sous les gravats ou nulle part, donc ils ont fait un travail magnifique, donc merci de nous accueillir à 813 parce que c'est vraiment très important pour nous. L'histoire de la Bilipo et l'histoire de 813, c'est, on est une espèce de couple, on pourrait presque le dire. On a un compagnonnage, depuis les débuts de la Bilipo, puisque quand, dans les années 80, le polar et le genre noir étaient plutôt vilipendés, 813 a beaucoup œuvré à l'ouverture de la Bilipo. Donc, on est largement pas chez nous ici, bien évidemment, mais on est tellement content de régulièrement pouvoir avoir des partenariats. Et je voudrais déjà remercier beaucoup Alice Jacquelin et toute l'équipe, Brigitte, et j'avoue que je ne connais pas les autres prénoms, mais merci beaucoup. Camille, c'est ça, non? Et bien, donc ça c'est fait. Donc, merci à toute l'équipe de nous accueillir. Donc, vous l'avez entendu, restez avec nous, il y aura un petit temps. On pourra échanger avec Sébastien Vespizer et Camille Barbarski, que je remercie beaucoup
d'être présent à cette table ronde pour nous parler du polar de l'Est. Merci beaucoup à Hervé Delouche d'avoir d'avoir accepté de modérer cette table ronde. Et voilà, pour vous inciter à rester, il y aura un petit apéro après la remise des trophées, ça marche toujours. Ça. Merci Corinne. Je voulais pour commencer, je voulais aussi remercier la Bilipo pour cette affiche que nous avons regardée, qui est tout à fait raccord avec la table ronde d'aujourd'hui, puisque c'est une affiche en polonaise du film de François Truffaut, La mariée était en noir, avec Jeanne Moreau, etc. C'est quand même adapté de William Irish, je crois, ce qui est un peu dans la tonalité du jour quand même. Donc c'est bien, en plus des vitrines consacrées aux livres de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale des éditions Agulot et aux traductions de Camille Barbarski. Alors deux mots, évidemment, cette rencontre, elle fait écho à un numéro qu'on a publié en tout début d'année, qui est le dossier de 813, le polar se lève à l'Est, où j'ai coordonné cette thématique avec des participants enthousiastes et de talent. Mais c'était, ce numéro lui-même, il avait une genèse, c'est-à-dire que, en gros, il y a à peu près 2 ans, dans l'excellent festival Un aller-retour dans le noir à Pau, il y a eu 2 tables rondes. Il y en a eu une première où j'ai fait la connaissance de Camille Barbarski, qui s'appelait Passeur de mots, passeur de monde, qui était sur la traduction. Et il y en avait une deuxième où les éditions Agulot étaient au premier plan, qui était à l'Est du Nouveau. Bien évidemment, bon, j'avais animé, fait des rencontres à cette occasion-là, et évidemment, on y a réfléchi, et après, à 813, ça a donné l'idée de ce dossier. En plus, il faut dire qu'à ce festival à Pau, si mes souvenirs sont bons, le parrain était Zygmunt Milosevski, que tu as découvert, Camille, et dont tu es le traducteur ici, et le représentant. Et il y avait aussi Jakub Zamalek, qui est également un auteur que tu traduis chez Anne-Marie Métellier. Et puis il y avait des auteurs il y avait Nadège Agulot, on va en parler, avec qui tu diriges cette maison, Sébastien. Et puis il y avait Jorica Pavicic, que vous connaissez, puisqu'il a eu le trophée 813 avec bien d'autres prix aussi, un grand prix de littérature policière, prix Mystère de la critique, etc., pour L'été rouge. Et il y avait, alors là, je vais me heurter et donc tu souris, à ce nom que j'ai du mal à prononcer, qui est le pseudo pris par 2 auteurs. Alors nous aussi, Vas-y. on les appelle les Marilla. Voilà. Les Marilla, voilà. Beaucoup plus simple parce que je n'ai jamais réussi à... Qui à l'époque avait publié le premier d'une série qui était Madame Mort a disparu, je pense, voilà. Et que certains d'entre vous connaissent, qui a été aussi un des cadeaux d'Agulot l'an dernier. Voilà. Alors, c'était évidemment cette idée de faire dans ce numéro ici une focale sur le polar des pays de l'Est. C'était lié au fait que, alors que ces pays ne sont pas très éloignés en kilomètres, c'est une littérature jusqu'à il y a peu très méconnue, mais dont on a vu surgir, Zygmunt Milosevski en premier, disons, et après le travail que fait sur cette partie du monde, que font notamment les éditions Agulot, avec des livres aussi ailleurs, il y en a chez Rivage, il y en a chez Anne-Marie Métellier, notamment, je ne vais pas être exhaustif là-dessus. Et donc, on a envie de... cette partie du monde qui a eu son histoire, on reviendra dessus, on verra pourquoi peut-être le roman noir y est apparu en force, mais beaucoup plus récemment, après les dictatures, après une histoire compliquée, après les dictatures nazies, puis les horribles dictatures nazies, puis staliniennes, ou communistes d'État. Et donc, on va parler de tout ça.
puisque le roman noir nous parle de tout ça, que ces auteurs nous parlent de tout ça, mais avant tout, j'aimerais donner la parole à nos invités et qui nous parlent évidemment des auteurs qu'ils aiment, traduisent ou défendent, et qu'ils nous parlent donc de leur métier. Alors, Camille Barbarski, je vais commencer, c'est pas une question d'alphabet, hein, il y a B, W, bon, mais on va... Encore ça tombe toujours sur moi. Voilà. Mais tu es traducteur littéraire du polonais et agent littéraire. Alors avant toute chose, je crois que tu n'as pas toujours fait ça. Non, en effet. Alors, déjà, je vais vous dire que je suis aussi traducteur de conférences, donc je traduis les auteurs en rencontre. Et je vais vous avouer, je suis super stressé d'être là et de vous parler, parce que d'habitude, quand je parle en table ronde comme ça, j'ai l'impression d'être très drôle. Puisque je raconte des choses, les gens rigolent, et en fait, c'est les auteurs qui viennent de parler qui ont inventé les blagues. Donc là, il faut que j'y aille tout seul. Voilà, soyez indulgents. J'ai pas On va l'habitude. l'être, mais si je peux me permettre, tu as donné à ce numéro de 813 un long papier qui est gorgé d'humour, quand même. Voilà. Très bien. Je vais... C'est bon. Voilà. Alors, donc, comment je suis arrivé à la traduction littéraire? Je n'ai pas toujours fait ça. De formation, je suis ingénieur microélectronicien. C'est logique, vous voyez tout de suite la connexion évidente. Et donc, la crise de la trentaine est arrivée et je me suis dit, voilà, pourquoi mettre... je travaillais dans la téléphonie mobile, donc pourquoi mettre 2-3 caméras dans un espace le plus petit possible. Je ne voyais pas trop de sens là-dedans. Et donc j'ai toujours voulu travailler avec des textes dans l'édition. Voilà, donc maintenant j'essaye de mettre le plus de sens possible dans des phrases. C'est beaucoup plus sympa pour moi. Alors, en fait, peut-être je me trompe, hein, mais ça commence avec le premier roman traduit ici par toi, Les Impliqués, de Zygmunt Milosevski. Il y a une dizaine d'années, en fait, il y a 11 ans peut-être. C'est ça, donc l'avantage, on va dire, de ce milieu-là, de l'édition et surtout d'une langue rare comme le polonais, on n'est pas très nombreux à le traduire, c'est que les éditeurs vous jugent sur texte, ils ne vous jugent pas sur votre CV. Donc moi, quand j'ai commencé à démarcher des éditeurs et je leur parlais pas un peu, le moins possible de mon parcours d'ingénieur en microélectronique, évidemment. Ils me disaient voilà, que c'était très bien les textes que je faisais, que c'était rafraîchissant, puisque parfois il y avait des professeurs d'université qui traduisaient pour eux et que c'était quand même assez lourd, assez rigide, alors que moi j'arrivais avec une approche un peu plus fraîche apparemment. Mais j'ai mis quand même plus d'1 an à trouver ma première traduction au point que désespéré, j'avais renoncé à cette carrière-là. J'étais vraiment sur le point de retourner en ingénierie et voilà, j'ai trouvé un emploi d'ingénieur très rapidement, au bout d'1 an, et la veille, je devais commencer un mercredi, et je me souviens, la veille, le mardi après-midi, Nadège Agulot et Sophie Damar des éditions Mirobol m'appellent pour me dire on y va, on fait Les Impliqués, et moi j'étais là, ok. Comment je fais? Je suis censé commencer un CDI en ingénierie demain. Et là, au bout d'1 an, donc d'abord j'ai sauté au plafond, j'étais génial, et juste derrière j'ai fait comment je vais faire. Donc j'ai appelé le manager qui m'avait employé en disant voilà, ce qui vient d'arriver, je vais essayer de concilier les deux, travailler le soir, puis le week-end sur la traduction, et je vais faire mon travail d'ingénieur dans la semaine. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec l'expérience, je pourrais le faire, en tout cas, mais à l'époque c'était
infaisable, c'était beaucoup trop compliqué. Et du coup, voilà, au bout d'un mois, j'ai lâché l'ingénierie pour de bon. Je suis devenu. On s'en réjouit plutôt. C'est traducteur littéraire à part entière. Voilà l'histoire. Mais on va revenir sur ces auteurs. Sébastien, je crois que tu as d'abord été libraire, ce qui donne, je ne sais pas où, mais à Paris, je pense, mais ce qui donne par ailleurs après, quand on devient directeur commercial notamment et des éditions Agulot, ce qui donne peut-être une vision de ce que les gens recherchent, je ne sais pas. Mais... Ouais. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci à Hervé et Corinne, merci à la Guillipo de nous accueillir et puis d'avoir mis ce focus sur les littératures policières de l'Est. Alors oui, avant d'être éditeur, j'ai été libraire à Paris dans 4 librairies différentes. Une librairie généraliste qui s'appelle la librairie Longtemps, qui est juste à côté de la place du colonel Fabien, qui est célèbre pour autre chose que de la proximité de la librairie Longtemps. Donc d'ailleurs, nous étions d'ardents fournisseurs de livres, car il faut savoir que les élus communistes lisent beaucoup, en tout cas ceux qui venaient chez nous. Ils sont beaucoup passionnés de littérature policière. Ensuite, j'ai dirigé pour le compte d'un patron, Georges-Emmanuel Morali, qui est assez connu dans le milieu de l'édition, 3 librairies à Paris qui étaient... alors là, ce que tu viens de dire devient vraiment intéressant. Une librairie qui existe toujours, qui s'appelle la librairie du cinéma du Panthéon, qui est une librairie, comme son nom l'indique, spécialisée dans le cinéma, à la fois dans le neuf et dans l'ancien, et qui s'avère être au rez-de-chaussée d'une très grosse boîte de production, tout l'immeuble appartenant à la boîte de prod qui fait les films le truc qui vient de sortir là, du cinéaste français, qui est une comédie musicale. Audiard, voilà. Et c'est comme ça que je savais qu'Audiard allait adapter vite les frères Sisters, puisqu'ils nous en ont acheté 80, donc on avait assez bien compris qu'a priori c'était pas pour faire la collection. Et puis il y avait une deuxième librairie qui est la librairie du musée d'immigration, et librairie extrêmement particulière puisqu'elle a pour spécificité d'être à moitié consacrée au mouvement migratoire et l'autre côté aux poissons. Puisque dans la cité de l'immigration, un lieu que je vous engage à aller visiter qui est formidable, eh bien il y a un aquarium. Et un aquarium top niveau, c'est pas un truc, c'est des chercheurs derrière. Enfin, c'est un aquarium qui sert à se dire en 2040 on va manger grâce à la mer du plancton. Enfin vraiment. Et voilà, mais et qui a pour mascotte un crocodile albinos. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vendait énormément de peluches de crocodile albinos. Sachez que ça existe. Et je pense qu'ils l'avaient produit pour nous. Et on en vendait beaucoup. Voilà, et la troisième librairie qui va rejoindre Nadège et aussi l'histoire de Camille. Eh bien, c'était le Thé des écrivains dans le Marais, librairie qui avait pour particularité d'avoir entre 4 et 8 clients par jour. Alors 8, c'est vraiment quand ça déboîtait, et 4, c'était une journée normale, qui se trouvait juste à côté de la place des Vosges, un endroit absolument extraordinaire où, comme j'avais pas de clients, on faisait des rencontres tout le temps. Vraiment tout le temps. Donc, j'ai interviewé Mike Nichols, qui doit vous dire quelque chose, cet auteur sud-africain. On a reçu James Ellroy avec 6 chaînes de télé, donc ça c'était plus folklorique. Ou pour beaucoup d'auteurs de polar évidemment, puisque c'est ma passion depuis bien longtemps, mais aussi par exemple le chanteur des Sex Pistols, ce qui permet de voir que vous pouvez faire poireauter des Anglais 6 heures d'affilée dehors debout sans aucun problème, et qu'ils aillent toucher ce personnage assez peu, il faut dire la vérité. En boucle, le God Save the Queen. Voilà, ils venaient tous faire dédicacer leur 3 tours et c'était assez rigolo. Et à cette occasion, j'ai organisé une rencontre, alors il n'y a pas de mystère dans ce petit métier, conseillé par Yann Lespous, qui à l'époque était cet éminent blogueur que vous connaissez tous, Encore du Noir,
qui me dit un jour, il m'appelle, on était copains, et il me dit eh bien écoute, tu devrais te pencher sur les éditions Mirobol qui viennent de démarrer parce que c'est vachement bien, blablabla et tout ça. Et donc du coup, je me penche sur les éditions Mirobol, je trouve ça vachement bien. Et ça avait démarré avec Zygmunt. Et je contacte, puisque j'avais que ça à foutre, vu que j'avais que 4 clients par jour, hein, j'avais beaucoup de temps à passer au téléphone, je contacte Nadège et on organise une rencontre. Et à la suite de cette rencontre, quelques semaines après, ça se passe plutôt bien. Et moi, j'étais dans un moment de ma vie où soit je voulais me mettre à mon compte en tant que libraire pour pouvoir dire, parce que là, j'étais tout à fait normalement au service d'un patron, pour pouvoir dire ce que moi j'avais envie de dire à travers une offre de livre, ce qui me semble être le métier de libraire. Et soit je faisais ça, soit je montais une maison d'édition. Enfin, je montais, m'associais. Je n'étais pas non plus capable de le faire tout seul. Et coup sur coup, j'ai participé au montage de 2 maisons d'édition, les éditions Anamosa en sciences sociales, en sciences humaines, mais ça s'est joué à 2 semaines en même temps, et les éditions Agulo, qui s'appelle Agulo parce qu'on a passé 4 jours à essayer de trouver un nom, et qu'on voulait prendre 2 mots, les couper au milieu et en faire un seul, et c'était nul. Donc à la fin, j'en avais tellement marre, c'est moi qui ai trouvé Agulo, on me l'a dans la tête, et j'ai dit ça commence par un A, on va s'appeler Agulo. M'appelant Vespizer, c'était déjà pris. Oui. Donc mon écho était raboté d'entrée, et en plus, parce qu'on avait aussi essayé avec les initiales, et Sabine Vespiezer s'appelle Sabine, et je m'appelle Sébastien. Donc même SW, ça marchait pas. Donc voilà comment ça démarre. Et le tropisme, pour boucler et arriver à notre sujet, le tropisme de l'Est arrive puisque Nadège a longtemps vécu en Angleterre où elle travaillait pour un groupe d'édition et elle était spécialiste des ventes à l'Est. Donc elle se déplaçait très régulièrement dans les pays de l'Est. Et là, on parle de ça, ça commence à remonter à 15 ans, où véritablement, c'était pas le Far West, mais disons qu'on n'était pas du tout dans le même stade de développement qu'aujourd'hui. Il faut bien avouer, en 15 ans, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc voilà, le tropisme des départs et le lien, et voilà d'où tout cela vient. Alors, d'où tout ça vient, justement, Camille, Zygmunt Milosevski, il a très vite eu un public qui allait croissant. Ça a quand même été, je ne sais pas comment dire ça, mais peut-être la tête, enfin la figure de proue de ce qui allait devenir évidemment du roman noir, du polar polonais, mais aussi après au-delà du polar des pays d'Europe centrale, des pays de l'Est. Mais qu'est-ce que, en quelques mots, comment caractériser Zygmunt Milosevski et ses personnages, son écriture, Alors, comme construction, en tout cas au démarrage, c'est quelqu'un qui lit énormément, qui connaît vraiment tout l'ADN des romans policiers, des romans d'horreur, voilà, qui a vraiment décortiqué toute la narration. Il a démarré avec des romans qui, en termes de construction, sont plutôt classiques, mais c'est un auteur qui a des messages à chaque fois. À chaque fois, il a un thème. C'est pas juste une histoire policière. À chaque fois, il y a quelque chose de très profond dans la construction de ses intrigues, qui, au fur et à mesure des livres, maintenant, il joue aussi avec les codes du genre. Donc, ces intrigues deviennent de plus en plus originales en se disant, voilà, tout le monde fait ça. Et ben moi, je vais aller justement à contre-courant. Les lecteurs, évidemment, tout le monde, on lit ces histoires-là, donc on s'attend à un certain nombre de développements. Il arrive à surprendre ses lecteurs. Et donc, il a, en termes de fond, il a, donc pour la trilogie Chatsky, il a le passé un petit peu communiste de la Pologne. Qu'est-ce que le réseau d'un renseignement communiste est devenu une fois la Pologne devenue libre? Ce n'est pas des gens qui sont évaporés, donc il parle de ça. Qu'est-ce que c'est devenu? Un fond de vérité, c'était les Polonais catholiques, les Polonais juifs. Où on en est de l'histoire et de la réalité d'aujourd'hui. La rage, c'était des violences faites aux femmes, pas seulement les violences féministes, etc., etc. Il développe ça. Et l'autre particularité, je pense que c'est son humour, justement. Voilà,
permet de briller aussi en conférence, en général, c'est que c'est quelqu'un qui est grinçant, qui a le sens de la formule. Et je sais que maintenant, le connaissant vraiment très très bien, l'avoir vu travailler, que chaque paragraphe, il le travaille de manière à ce que ça aboutisse à un trait d'humour ou à un message fort. Donc voilà, je pense que le côté grinçant et le côté plusieurs niveaux, c'est ce qui caractérise ces romans. On va revenir sur, on va en venir à ce polar de l'Est qui se révèle, qui ne déferle pas, mais qui est quand même très présent aujourd'hui. Mais avant cela, il y a une chose que je crois, tu dis, et que dans ce texte à la fois aussi très documenté et très humoristique que tu as donné à la 813, je crois qu'il y a une chose que tu dis, c'est-à-dire que quand tu parles de ton métier de traducteur, il faut faire de l'auteur un complice. Parce que justement, tu racontes une anecdote pour une fin qui a changé, enfin, etc. Mais voilà, c'est cette complicité dont j'aimerais qu'il y ait au-delà. C'est tout sur de la traduction notamment, mais ça, on s'en doutait bien quand même. Oui, alors déjà, je traduis des auteurs vivants, oui. Ça aide pour en faire des complices. Et voilà. Et au contraire, c'est plus facile quand ils sont morts. Mais pour le coup, ils sont souvent d'accord. L'un de mes enseignants à la fabrique de traduction chez Atlas à Arles m'a dit, alors moi, de toute façon, je considère tous les auteurs que je traduis comme des auteurs morts. Même s'ils sont vivants, je ne veux pas avoir affaire avec eux, je leur pose aucune question, surtout pas. Voilà, je ne veux pas qu'ils... Et c'est vrai que c'est l'hantise aussi de tout traducteur littéraire, d'avoir des auteurs qui commencent à mettre leur nez dans la traduction. Donc voilà, moi je représente deux auteurs qui malheureusement apprennent le français, qui parlent de mieux en mieux le français, et donc ils se sont de plus en plus autorisés à me faire des remarques sur le texte, quoi. Et donc ça, effectivement, c'est compliqué. Tu as un peu d'avance, hein, quand même. Oui. Et puis au pire, je dis... Et au pire, je leur dis ce que m'a dit un éditeur français avec lequel je ne travaille pas pour cause à mes tout débuts. Ah, mais vous êtes arrivé en France tout petit, et vous n'êtes pas né en France. Je ne travaillerai jamais avec vous. La connaissance intime de la langue, on l'acquiert dans la toute petite enfance. Et bon, voilà, donc 15 romans traduits plus tard, voilà, j'espère que j'ai prouvé le contraire, mais en tout cas, voilà, je peux dire ça aux auteurs. Là, tu viens d'apprendre seulement le français, la connaissance intime de la langue. On l'acquiert en école primaire, collège. Mais c'est vrai que, donc, avec Jakub Szamałek, qui est chez Métayer, et Zygmunt Miłoszewski, qui est chez Fleuve aujourd'hui, la complicité s'est mise en place tout de suite. Jakub Żulczyk, qui est chez Rivage Noir, c'est un personnage en Pologne qui fait un peu peur, donc moi aussi j'avais peur. Donc sur le premier roman que j'ai traduit, je n'ai pas osé lui poser de questions, mais on s'est rencontrés, il est venu en France. Le premier roman, c'était Feedback ou C'était Ébloui par la nuit. Voilà. C'est un roman formidable. Formidable, victime de la Covid, il n'y a pas d'écolier en France, mais qui est superbe. Et maintenant, on est devenus amis. C'est devenu mon complice, mais au début, ce personnage, Jakub Żulczyk, me faisait un peu peur, et au cas où, je ne posais aucune question. Et oui, et du coup, ce sont des complices parce qu'il faut adapter les textes. Effectivement, on ne peut pas se contenter de faire de la traduction mot à mot. Il y a des références culturelles, des références historiques, il y a des traits d'humour qui ne passent pas si on ne brode pas un petit peu autour. Donc, je peux donner des exemples si vous voulez, mais... Allez, quoi. Par exemple, il y a une scène dans le roman qui va sortir, Saturation totale de Jakub Szamałek, où c'est une scène de grosse tension, un personnage qui risque beaucoup, je ne peux pas spoiler, mais
Et en même temps, à ce moment-là, dans les haut-parleurs, retentit une chanson pop un peu bizarre à fond. Et donc il y a ce télescopage entre l'attention extrême d'une résolution et cette chanson qui, par ses paroles, décale complètement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que je laisse les paroles originales? On perd tout l'humour de la scène. Est-ce qu'on la remplace par une chanson française ou une chanson américaine? On aplatit un peu l'exotisme du... Voilà. Est-ce qu'on met des notes de bas de page? Voilà, surtout pas. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, dans ce cas précis, on s'est dit, avec l'auteur, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et l'éditeur, on s'est dit, on va traduire. On va traduire les paroles. Mais en même temps, si on les traduit vraiment vers par vers, ça ne fait pas une chanson très jolie, quoi. Faut réarranger pour remettre des rimes, pour remettre du sens. Et du coup, on a créé à ce moment-là une chanson qui n'existait pas vraiment. Alors, pour préserver le côté comique, en tout cas, parce que la chanteuse polonaise, pour les Polonais, c'était une sorte de Claude François qui sera toujours en vie aujourd'hui. Alexandra, que tout le monde a chanté, c'est une chanson que tout le monde connaît. Et en France, personne ne connaissait cette chanson-là, donc on a créé une chanson de toute pièce, mais avec l'accord de l'auteur. Très bien. Très bien. Oui, alors je vais mal le prononcer, mais Jakub Samalex, avant ce roman, le deuxième il faut dire qu'il était en lice aussi pour les trophées 813 qui seront révélés tout à l'heure. C'est l'auteur de Data sanglante, c'est-à-dire une plongée dans le darknet dont on reparlera. Sébastien Vespizar, alors les éditions Agulot, il faut quand même dire que ça n'est pas que du polar ou du roman noir de l'Est et tout ça. C'est aussi les éditions Agulot. Il y a un côté français important où il y a Frédéric Paulin qui vient, je crois, de publier Nul ennemi comme un frère, c'est ça, qui est le début d'une nouvelle trilogie. Il y a Yann Lespoux, dont on a parlé, qui de blogueur est devenu écrivain, voilà, Frédéric Paulin. Et puis, il y a un nouveau venu, Alexandre Courban, qui a publié Un passage de l'avenir en 1934 et qui va continuer l'an prochain. Il y a aussi un Italien qu'on apprécie beaucoup, qui est connu de nos lecteurs adhérents, etc., qui est Valerio Baresi. Et puis on en arrive à... j'en oublie, mais venons-en... et puis il y a eu cette focale, tu as un peu expliqué ça avec le parcours de Nadège Agulot sur les auteurs de l'Est. Il y a évidemment particulièrement connu, et ça a été un pari réussi, je crois, Jurica Pavičić. Je crois que tu as joué un rôle d'ailleurs dans l'irruption et le succès de ce Croate. Alors, je vais en revenir à ça, mais je vais vous expliquer pourquoi, et qui va répondre aussi à ta question. Donc au début, à Agulot, on était 4 associés à fonder la boîte. Il y en avait un qui s'occupait des couvertures, ce qui faisait qu'on ne vendait pas de livres. Donc assez rapidement, on s'est séparé de lui. Ensuite, on était 3 à s'occuper. Et le principe, c'est que le point de départ d'Agulot, c'est qu'on publiait de la littérature française ou traduite du monde entier. Donc pas de français, par exemple, pendant 3 ans, puisqu'on n'en avait pas trouvé. Assez rapidement, en fait, il s'avère que quand vous êtes une toute petite maison d'édition qui publie entre 6 et 10 livres par an, le monde entier, c'est bien trop gros pour vous, et qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, et franchement, beaucoup mieux. Donc, assez rapidement est apparue l'idée, enfin, assez rapidement, il a quand même fallu 5 ans avant que ça nous monte au cerveau, pour qu'on réduise le périmètre, qu'on se spécialise, et qu'on devienne, ce qu'on dit aujourd'hui, Agulot, maison de l'Europe. On travaille sur le continent européen. Alors, un continent qui ne serait pas un continent politique. On peut publier des Russes, des Ukrainiens, ce n'est pas l'Europe comme organisation supra-étatique.
on pourrait publier des Gallois, des Anglais et tout ça. On a développé un partenariat avec les institutions européennes aussi, et tout ça. Donc tout ça est important. Alors ce partenariat fait qu'on doit traduire tous les ans, à minima, 5 livres issus de langues minoritaires en Europe. Alors les langues minoritaires en Europe, c'est toutes les langues, sauf l'allemand, le français et l'espagnol. Avant, il y avait l'anglais, mais ils ont décidé de se barrer, donc ça compte plus. Alors pourquoi l'allemand? Parce que l'allemand en Europe, c'est l'Allemagne, mais c'est aussi l'Autriche, c'est aussi un petit bout du Luxembourg, c'est aussi un petit bout de la Belgique, c'est aussi... Bon, voilà. Le français, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est parce qu'en dehors de la France, vous avez quand même une partie de l'Afrique, bon, bien sûr, qui parle plein de pays qui parlent le français, puisque c'est la 3e ou 4e langue la plus parlée au monde. L'espagnol, c'est pas très compliqué, il suffit de traverser un océan, et a priori, il y a plein de gens qui parlent espagnol. Voilà, donc, toutes les autres langues, et par exemple, l'italien, qu'on pourrait imaginer être et considéré comme une langue minoritaire. Voilà, donc on en arrive là et on réduit un périmètre. Et à l'intérieur de ce périmètre, parce que être éditeur, c'est aussi faire de l'économie, c'est aussi savoir ce qu'on veut dire. Parce que nous, on n'écrit pas. Et bon, je vous passe les détails. Maintenant, il n'y a plus que Nadège et moi dans la boîte. On est donc associés tous les deux et on décide tous les deux de ce qui va être publié ou pas publié, chacun ayant ses propres tropismes et l'autre valide ou pas. Voilà, c'est arrivé une fois qu'on s'écharpe et qu'on n'a pas publié. Donc, d'habitude, on est quand même d'accord. Donc, on arrive et on s'aperçoit, franchement, à Gulot, c'est les premiers livres qu'on a publiés, c'est en 2016. On ne va pas réinventer la pluie. Hein. Y a des gens qui publient et du polar et de la littérature blanche. Vous connaissez tous cette distinction. Des nouvelles, des gros livres, des petits livres, des moyens livres, bon, blabla. On n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Donc, moi, je suis passionné par le polar issu de la Grande-Bretagne. C'est vraiment c'est un de mes grands centres d'intérêt. J'ai lu beaucoup de choses qu'a publié Rivage, par exemple, là-dessus. Et bon, on s'est dit, qu'est-ce que nous, on va apporter de plus, de mieux, de trucs. Il y a aussi un problème, c'est un problème d'argent. On va pas se mentir, hein. Acheter des Américains, acheter des gros Anglais, ça coûte beaucoup plus cher que d'acheter un roman croate. C'est ça. Sachant qu'en Croatie, il y a 4,5 millions d'habitants et qu'un auteur ne peut pas vivre de sa plume. C'est pas possible. La Pologne, à l'est de l'Europe, si tant est que la Croatie soit à l'est de l'Europe, la Pologne à l'est a un marché intérieur qui permet à des auteurs, et pas à 5000 auteurs, hein, à des auteurs de vivre que sur le marché polonais. D'où la tentation de faire des choses polono-polonaises. Parce qu'on commence par chez soi avant de vouloir conquérir le monde. Et là, on va arriver aux problématiques de traduction et de passage de culture. Tous les autres ont publié un auteur slovaque qui est immensément connu comme journaliste, qui s'appelle Arpad Solteš, qui a risqué sa vie, il a atterri, la dernière fois qu'il est venu à Paris, j'ai été le chercher à la gare Montparnasse, il arrivait je ne sais plus pourquoi on avait, non, il arrivait à la gare Montparnasse, on avait rendez-vous pour prendre un train, partir en Bretagne, le matin même, son Premier ministre s'était pris 5 balles, on a complètement oublié, hein, qu'il y a quelques semaines, il y a un Premier ministre en Europe qui a pris 5 balles dans le ventre, protégé par ses gardes. Hein. Il arrivait ce jour-là en France, dans l'avion, il a reçu des messages du monde entier, et il est directement parti chez Reporters sans frontières faire des lives avec la presse internationale. Ce type est en Slovaquie une énorme star, c'est-à-dire c'est un des 3 vendeurs de polar. Il me dit à un moment, de toute façon on n'était que 3. Il y en avait un qui était un ancien keuf, voilà, lui il était le journaliste, et il y avait une femme, dont je ne me rappelle plus le métier, mais elle n'était pas issue de la police ou issue de... Donc il dit, ouais, chacun, on s'emmerdait même pas, chacun avait son créneau, et lui, proportionnellement à la population, il vend comme Fred Vargas en France, c'est la même chose. Il est éditorialiste à la télé, tout ça, nanana. Quand il a sorti son premier polar, on a une page dans Le Monde, une page complète. Il y a à l'époque, dans Le Monde, il y a
entre 1 et 3 auteurs de polar qui ont le droit à ça par an. Parce que le polar, c'est quand même que du polar. Hein. Donc, voilà. La page dans le monde fait l'ouverture de l'équivalent du 20h en Slovaquie. Le journaliste, il fait regarder, après il est dans le monde. On va arriver à la réalité du monde, c'est du polar ultra noir pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est inspiré de faits réels, c'est un mélange, il crée... Le dernier, c'est Colère, c'est ça? Ouais. C'est ultra violent, et il me dit, je sais que c'est dur, c'est même pas la réalité. C'est encore pire. Bon, c'est déjà bien, hein. Ça suffit amplement. Voilà, ça en France, on en vend, parce qu'on va parler de choses sérieuses, on en vend entre 880 au tome, en grand format chez Agulot, et 3000. On a publié 3 livres. On a pu se planter sur les coups, nanana, machin, ok. Voilà la réalité. Et ça, c'est, je crois, aussi important dans ce débat. Voilà. Donc, on a creusé dans des pays où on pensait d'abord que les gens avaient quelque chose à dire et qui n'étaient pas sur le marché. Agulot n'allait pas faire mieux que Rivage pour l'Angleterre, je sais pas quoi, l'Écosse, bon voilà. Donc j'aurais qu'à Pavicic par exemple. Et Pavicic, 15 000 exemplaires au moins en grand format. Alors, exactement. Et moi, ma grande théorie, c'est que les gens, ils veulent lire des livres de là où ils ont envie d'aller en vacances. Et il y a quelques années, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à la FNAC au mois de juin. C'est très beau la Pologne. Camille, merci de cette vision de toi. Non mais, vous allez voir parce que ça a généré la Croatie directement. D'abord, j'avais envie d'y aller, donc j'ai commencé par moi. Et deux, je suis arrivé à la FNAC et j'ai regardé en mois de juin, la FNAC, quand vous y allez, c'est pratique parce que vous emmerdez zéro libraire, il y a un classement des guides de voyage par vente. Donc vous savez exactement où nous tous on part en vacances. Et numéro 1, c'est l'Italie. Bon, bah ça on avait Valerio Varese, on n'avait pas recommencé. Numéro 2, la Croatie. Allô Nadège. Je t'avais dit, tu vois, il faut qu'on publie un auteur croate. Ah bah ça tombe bien mon petit Sébastien. Alors Nadège, une fois sur deux on s'engueule, l'autre fois on s'adore. Et ça tombe bien, on est invité par les institutions croates avec qui on travaille énormément, les centres du livre. Alors après, en fonction du pays, c'est rattaché au ministère de la Culture, quand il y a un ministère de la Culture, ou quand c'est aux affaires étrangères qui gèrent ça. C'est ce qu'on appelle du soft power. Plus vous faites traduire de livres à l'étranger, plus votre culture est connue, plus les gens d'autres pays ont envie d'aller chez vous. Donc c'est pour ça que l'État donne des sous pour subventionner des traductions. C'est pas que juste parce qu'ils aiment les intellectuels, c'est parce que ça fait prendre l'avion à des gens. Non, mais c'est très concret, hein, et la France fait exactement la même chose. Donc, elle part en Croatie et je lui avais fait une liste de 10 mots-clés. Je lui ai dit, moi, j'avais un roman dans ma tête. Je voulais, et notamment, je voulais lire quelque chose parce que ça m'intéressait moi. Le point de départ, c'est que ça m'intéressait moi, en fait. Je pensais qu'à moi. Je voulais lire un truc. J'avais lu énormément de choses. Après la guerre en Yougoslavie, il y a énormément d'hommes qui donc avaient grandi les armes à la main, qui sont reconvertis en gang. Vous connaissez le fameux truc des Pink Panthers, qui sont des voleurs, les plus gros voleurs de diamants de ces 20 dernières années en Europe, qui ont fait le seul braquage qu'il y a eu à Dubaï, où les mecs sont rentrés avec des bagnoles dans un mall en pétant des bijouterie à coups de masse, ils sont repartis dans le mall, c'est filmé, hein. Vous tapez Pink Panthers Dubaï, les mecs ils ont fait ça, ils ont tapé à Cannes partout. Et c'était des anciens soldats, des Serbes, alors après ils étaient œcuméniques, hein, ils bossaient tous ensemble. Et en fait, sur la Croatie, il y a eu un énorme scandale à la fin de la guerre et après, c'est tout l'immobilier. L'intégralité de l'Europe savait que les plus belles plages inexploitées d'Europe, elles étaient en Croatie. En fait, l'autre côté, c'est l'Algérie, mais là, l'Algérie, c'est un peu plus compliqué de bosser avec eux. Donc,
Ils se sont convertis et je dis à Nadège, putain, trouve-nous un polar parce qu'il y a zéro. Alors là, je criais tous les matins que personne n'ait l'idée de publier un polar croate parce qu'elle partait pour chercher soit de la blanche, soit du polar. C'était, on allait voir ce qu'il y avait. Et je lui dis, mais là, en polar, je suis sûr. Et regarde, je lui ai listé 10 mots et il y avait immobilier. Je lui dis, regarde si on ne trouve pas un truc. Elle parle avec Yurica. Et Yurica, elle raconte ses livres et tout. Elle sympathise parce que c'est très difficile de ne pas sympathiser avec Yurica. Et qui est un type vraiment formidable, un homme vraiment formidable, qui est scénariste. Son métier, c'est qu'il est journaliste de cinéma et scénariste. Il a gagné le Mostra à Venise. Et il raconte son roman, et c'était Le Rouge. Et ça, mais je vous jure que c'est vrai, sur les 10 mots que je lui avais donnés, il y en avait 8 dedans. Et la particularité aussi de la Croatie, c'est qu'on n'achète pas un éditeur, on achète un auteur. Parce qu'ils n'ont tellement pas de ronds, que en fait, les droits sont possédés, et ce qui n'est pas la même chose pour la Pologne, il y a un marché beaucoup plus gros, sont possédés par les auteurs, en fait. Donc voilà. Voilà comment a commencé l'histoire avec Yurica. Vous avez toutes et tous participé à ça. Je me rappelle ici d'ailleurs avoir Stéphanie Delestré qui me dit bon écoute maintenant t'es gentil, t'arrêtes avec les prix, puisque Le Rouge a gagné les 7 prix de polar qu'on peut gagner en France d'affilée. À la fin, même moi, pourtant je ne suis pas dans le partage forcément, mais là, même moi j'ai été un peu emmerdé. Et on a gagné des prix auxquels, d'ailleurs, moi je me rappelle très bien, j'avais découvert en appelant Nadège, on ne savait pas qu'on participait, donc c'était d'autant plus sympa. Et c'est ce qui a réellement lancé un petit peu à Gulot, si vous voulez. Là, on a franchi un petit cap de notoriété, en tout cas pour ce qui est du polar. Et c'était déjà un peu à l'est. On a l'impression que la Croatie, c'était la Yougoslavie c'était à l'est, mais pas vraiment à l'est, un peu à l'est, bon, quand même, c'était de l'autre côté. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les vrais territoires de l'est, parce que là, on est dans les Balkans plutôt, c'est plus à ça qu'il faut le rattacher. C'est complètement différent de la Pologne, de la Bulgarie, de l'Ukraine, de la Slovaquie, de la Slovénie, enfin encore la Slovénie, c'est encore autre chose. Mais voilà. Où là, vous allez avoir, peut-être on va en parler, mais des choses spécifiques, et notamment la peur du tonton russe d'à côté, qui irrigue la littérature. Mais alors justement, c'est une très très habile transition, Sébastien, parce que là, Camille, est-ce que, en dehors du fait que la Pologne soit un beau pays, ce dont nous ne doutons absolument pas, mais quel est l'état des lieux de ce type, de ce genre littéraire en Pologne, parce que justement le Jakub, celui que tu traduis pour Rivage, par exemple, oui, Jakub Żuk. il est quelqu'un de plutôt connu et lu là-bas. En plus, il a fait l'objet d'adaptations. Je crois qu'il y a une série HBO et une série Netflix qui sont inspirées de ses romans. C'est un exemple, mais quel est l'état des lieux en Pologne de ces auteurs, de cette littérature, justement, quel est le marché, alors, si tu parles avec les écrivains là-bas, ils vont se plaindre. Oui. Les éditeurs aussi. Globalement, c'est le genre qui s'en sort le mieux, après le young adults, comme partout. C'est quelque chose d'assez foisonnant, où on part vraiment du roman noir, en passant par des romans policiers un peu plus classiques, comme Jakub Szamałek ou Zygmunt Miłoszewski, jusqu'à des comédies policières qui fonctionnent bien en Pologne. Et la particularité, il y a 2 particularités, je pense, du marché polonais. D'une part, une grande tradition de la non-fiction, avec une vraie école de reportage, avec des belles plumes, qu'en France, on connaît surtout par Kapuscinski, qui, à mon avis, a raté le prix Nobel parce qu'il avait un nom imprononçable, beaucoup de Polonais, et qui a infusé, et du coup ça donne des romans noirs qui sont à la lisière du reportage, souvent des fictions romancées, voilà, que j'aimerais beaucoup traduire et qui ne sont pas encore arrivées en France.
particularité, c'est les auditions de radio ou des audiobooks qui cartonnent en Pologne. Et énormément de gens, alors je ne sais pas s'il y a plus de bouchons en Pologne qu'en France, et que du coup les gens écoutent des bouquins plutôt que de les lire, mais en tout cas ça marche très très bien, et c'est vraiment les romans policiers qui sont le plus écoutés en Pologne, et c'est vraiment un marché qui a une part significative dans les gains de ces auteurs-là, qui peuvent, grâce à ça, entre autres grâce aux audiobooks, vivre de leur plume, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Voilà, donc globalement, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir en Pologne. Après, pour le reste de l'Europe, je pense que Sébastien est plus, voilà, encore que si tu regardes juste par des guides touristiques, c'est pas... Non, ça n'empêche quand même, Sébastien, juste, je ne sais pas s'il est paru ou s'il va paraître, mais voilà une des toutes nouvelles découvertes d'Agulo Édition, c'est, je pense que c'est le premier roman noir lituanien traduit en France. Roman noir, je ne sais pas. Là, nous, on va le mettre en littérature, et là, c'est tout à fait à l'actif de Nadège, et une fois de plus, c'est vraiment cette idée d'aller dans les pays. Nadège a rencontré Sigitas. Sigitas Parouskis, voilà. Ténèbres et compagnie. Voilà. Qui est, je crois, qui est un roman qui par ailleurs va aussi révéler, ça se passe en 1941. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est la Shoah, mais en Lituanie, dont la particularité, c'est qu'elle a été grandement sous-traitée par les Allemands aux Lituaniens. C'est-à-dire qu'ils ont été extrêmement actifs. Et c'est quelque chose qui est très particulier alors, ça fait partie des choses qui sont absolument passionnantes quand vous publiez. Donc, vraiment, j'insiste sur le travail de Nadège, parce que Nadège se déplace énormément, va rencontrer des auteurs, des éditeurs, dans le cadre de rencontres organisées par les pays, dans divers pays de l'Est. Vous verrez que la petite surprise de l'année prochaine, on va publier un auteur de polar serbe. C'est pareil, je pense qu'il n'y en a pas 50 sur le marché. Et ça, c'est vraiment dû au travail annuel de Nadège, de contact et réellement de déplacement. Et à ma grande surprise, il n'y a pas tant d'éditeurs que ça qui se déplacent à l'étranger. Il y en a énormément qui vont dans les foires internationales, à Francfort, à Londres, ça vraiment, nous aussi, enfin, Nadège aussi, bien sûr. Parce qu'ils comptent sur les traducteurs pour le faire. Et les traducteurs. Tu répondras aussi à mais ça, je le sais, parce que c'est vraiment une partie, mais effectivement, on a des propositions de traducteurs. Voilà. Sachant que, je ne vais pas faire le malin, avec Nadège, on publie des langues qu'on ne parle pas. On parle ni slovaque, ni polonais, ni croate, ni serbo-croate. Alors, on dit encore le serbo-croate, mais en fait, de plus en plus, alors c'est petit bout par petit bout, mais ça devient du serbe et ça devient du croate, mais c'est encore très, très... C'est un peu genre le belge et le français, quoi, si vous voulez. Pour avoir vécu en Belgique, on a l'impression de parler la même langue, mais il y a quand même 3-4 trucs où, en fait, ça ne veut pas du tout dire la même chose, quoi. C'est assez troublant au départ. C'est pas 90, ça c'est... On arrive assez facilement à s'adapter. Mais il y a des verbes qui n'ont pas du tout le même sens. Voilà. Bon, donc tout ça pour dire que Nadège elle fait beaucoup de travail là-bas et qu'on essaye de sourcer et qu'on essaye. L'idée, c'est pas de publier un serbe parce qu'on serait les premiers à publier un serbe, c'est pas ça l'idée, ou un croate, parce qu'il faut que ça dise quelque chose à nous, Français, au lectorat français, voire francophone, c'est-à-dire qui inclut quand même globalement la Suisse et la partie suisse et les Belges. Ça nous explique, parce que, en fait, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus exotique de parler de la Pologne et de la Slovaquie que j'ai l'impression de connaître l'emplacement de la moindre poubelle de New York ou du moindre panneau de basket de Los Angeles. Entre les séries, les bouquins, j'ai 54 ans donc je ne suis pas non plus un perdreau de l'année. Ça fait 40 ans que je lis des polars. Pendant très longtemps, on s'est tapé quand même globalement 80%, et j'étais le premier à les lire, donc je ne critique pas, des polars anglo-saxons.
je parle de la traduction, bien sûr. Et bon, comme il y a environ 1,5 milliard de séries et que tout le monde n'est pas The Wire, la plupart c'est quand même de la merde, qui redit sans cesse et sans fin la même chose. Donc, d'un seul coup, et ça, une fois de plus, c'est grâce à l'œil de Nadège et à son appétence pour cette partie de l'Europe, et ben, d'un seul coup, moi je me dis, mais c'était formidable, et on essaye de construire l'Europe, on essaye de se parler tous ensemble. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les États-Unis, on va parler d'économie, blablabla. Et bien, je ne sais rien de la Slovaquie, moi. Je ne sais pas grand-chose de la Pologne. Bon, la Pologne, on connaissait quand même un peu plus, parce que c'est un grand pays. Et tout ça. Et là, moi, je découvre en parlant avec nos auteurs, dans mon anglais de Pilgrim, que évidemment, ils parlent tous au moins 3 langues, hein, pas comme moi, quand c'est pas 4 ou 5. Mais c'est formidable. En fait, c'est dingue, quoi. C'est juste à côté. C'est à 2 heures d'avion, 3 heures d'avion, 4 heures d'avion, enfin, c'est que dalle, quoi. Et c'est complètement dingue. C'est pas la même vision d'histoire. Ils n'ont pas les mêmes cultures en matière de romans noirs que nous. Il faut quand même bien dire que jusqu'en 89, l'accessibilité à de la traduction, nous on avait toutes ces traductions qui venaient du monde entier, ou plus ou moins, mais c'était pas du tout le même tambour à l'Est. Les Américains c'était forcément des décadents. Bon, et voilà. Donc il y a un énorme trou entre 45 enfin, je schématise, mais voilà, vous voyez. Il n'y avait pas d'accès. Nous, on a été abreuvés. Il y a des tas de trucs qui, pour nous, sont totalement naturels à la lecture et qui ne sont pas. C'était pas ancré depuis 10 générations en Pologne, en Slovaquie. Les spécificités de langue et tout. Enfin, c'est dingue, quoi. C'est un continent nouveau, en fait. Est-ce que justement, ce fait que cette découverte, cette ouverture à la littérature noire ou autre, le polar, enfin, est-ce que ça explique que toute cette chape de plomb qu'il y a eu pour diverses raisons dans tout un bloc comme ça à l'Est, est-ce que ça explique que le passé soit si présent dans les romans? Parce qu'il y a beaucoup ce passé qui remonte, qui peut-être ne passe pas, je ne sais pas, mais en tout cas qui est très présent. Alors, effectivement, comme quelqu'un qui cherchait des romans à publier en France, je lisais énormément de littérature polonaise, pas seulement des polars, contemporaine en général, puisque les éditeurs en France disent bah, si personne l'a, cet auteur-là, si personne ne l'a publié depuis 40 ans, c'est que ça ne vaut pas la peine, donc quelqu'un de nouveau, voilà. Et on m'a vite aiguillé un peu sur la recherche à faire, et je me suis très rapidement rendu compte que c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais quand je commençais, 4 romans sur 5 parlaient de la Deuxième Guerre mondiale. Et on était début des années 2000, quoi. Donc, voilà. Alors, d'une part, je pense qu'il y a eu un travail dans tous les domaines qui a été fait extraordinaire depuis 89 en Pologne, tant chez les intellectuels que chez les historiens, pour digérer ça. Et de notre côté, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu digérer complètement librement dans toute l'Europe centrale jusqu'au changement du régime en 89. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, c'est-à-dire que les nouveaux auteurs s'ouvrent plus. Par exemple, Jakub Szamary parle de nouvelles technologies. Donc lui, il pourrait parler de ça depuis la France, depuis la Pologne. Mais la société qu'il décrit est évidemment connectée à l'Est. Donc d'assemblant, il parle de réseaux sociaux qui sont implantés en Pologne, mais qui, voilà, d'immenses centres informatiques, mais qui desservent la Biélorussie, l'Ukraine, la Slovaquie, etc. C'est installé en Pologne, et ça rayonne sur cette partie-là. Donc c'est à la fois connecté au monde, et vraiment ancré de manière géographique. Mais oui, ce passé-là, il transparaît, il y a beaucoup de ricochets, c'est-à-dire, voilà, les enfants, on paie pour les crimes
les parents, les grands-parents. C'est des spécificités de ces littératures-là. C'est une histoire qu'on ne connaît pas forcément bien en France. Je pense qu'effectivement, on a un tropisme plutôt nord-sud en France. C'est-à-dire, géopolitiquement, on va plutôt se tourner vers l'Afrique, du point de vue français, pour diverses raisons historiques, etc. Ça va être plus facile. Alors que en Pologne, on se tourne est-ouest, quoi. Et aujourd'hui, à l'ouest pour avoir des alliés, à l'est en se disant qu'est-ce qui va encore nous arriver dessus, quoi. Donc ça se ressent dans les littératures. Et il y a peut-être encore des choses à creuser dans ce domaine-là. Il faut aussi savoir que comme ce sont des littératures qui sont apparues en Pologne un peu plus tard, le roman policier polonais, je pense qu'il a démarré par une approche assez classique. Parce que de toute façon, il n'y avait pas ça. Donc les intrigues étaient assez... C'est tout le mérite peut-être de Zygmunt Miłoszewski. Dès son premier roman Les Impliqués, il a su aller en profondeur, ne pas faire juste une intrigue, mais avoir un sujet de fond. Encore peu je dis ça, mais il y a aussi des romans policiers rétro qui marchent très bien en Pologne, donc le côté histoire revient encore plus. Oui, mais par exemple, la série dont on parlait, qui a commencé avec Madame Noire a disparu, Oui. qui a un côté un petit peu plus quasi-crime, un peu... elle est faite par deux écrivains de grand talent, et derrière ce côté dans l'histoire, ce côté un peu d'apparence un peu légère, etc., il y a quand même, ça pose aussi des questions très c'est-à-dire que actuelles. quand on allait à l'école, Oui. nous, enfin, ça fait un certain temps qu'on j'y vais plus en tout cas, quand on a appris jusqu'à nos 18 ans, et après on peut se spécialiser dans des études supérieures sur des zones et tout ça, mais on nous apprenait quand même globalement, on connaissait sans doute mieux les États américains que nos compatriotes à 1000 bornes de chez nous, 1500 bornes de chez nous. Je suis né en 70, donc j'ai passé mon bac en 88. 88, grosso modo, il y a l'Est, c'est un bloc. Voilà, il n'y a pas une grosse différence entre un Allemand de l'Est, un Polonais, un Bulgare, un Ukrainien, tout ça c'est à peu près des gens à l'Est. Voilà. Ils ont froid, ils sont communistes et ils n'ont pas de chance. Essentiellement, ils peuvent monter dans un char et arriver il y avait encore Georges Marchais. C'est assez limité. Hein. On a à l'époque de... Est-ce que ça a changé ça? Parce que parfois on me demande... Moi je crois que alors vous avez toujours des charrettes à cheval en Pologne? Les Américains qui sont venus aux Jeux Olympiques... On me demande ça en Les Américains qui sont venus aux Jeux Olympiques à Paris, ils se sont émerveillés du fait qu'il y avait l'eau courante et l'électricité, donc on est toujours le bouseux d'un autre. Hein. C'est pas bien grave. Donc voilà et moi je crois beaucoup. Alors, tu employais cette expression le passé ne passe pas. Et alors, qui m'a dit ça? Il me l'a répété 25 fois. Valerio Varesi. Lui, il m'expliquait un truc. Il dit, par exemple, vous les Français, vous ne comprenez pas un truc sur l'Italie et sur le rapport au fascisme. C'est qu'en France, il y a eu le procès de Pétain. En Allemagne, il y a eu le procès de Nuremberg. Nous, il y a un matin, on était une république fasciste. À midi, on est devenu une république pas fasciste. Voilà, l'épuration, c'était fini. Et donc, c'était les mêmes flics, les mêmes préfets, les mêmes maires. Du coup, la guerre, en fait, elle s'est pas arrêtée en 1945 en Italie, parce qu'il y a des partisans communistes, notamment, qui s'étaient tapés 6 ans, 15 ans de fachos, qui avaient buté leurs frères, leurs mères, leurs sœurs et tout ça. Ils se sont dit, maintenant c'est open bar, on va y aller. Voilà. Et le passé ne passe pas. Et en fait, ils n'ont jamais... Et il dit, mais pourquoi on est des fascistes aujourd'hui? Parce qu'en fait, on leur a jamais dit qu'il fallait qu'ils arrêtent. Donc, a priori, ils ne continueraient pas. Et je pense qu'à l'Est, moi je crois que ça va...
moi, enfin, en tant qu'éditeur, en fait, je sais pas, je cherche des sujets. Et après, comme je ne suis pas en mesure, moi-même, tout seul, de lire les langues qu'on utilise, qu'on traduit, qu'on fait traduire, par des gens qui sont compétents, je cherche d'abord des sujets. Je me dis, qu'est-ce qui m'intéresserait? Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que je ne sais pas? J'ai vraiment le choix. Mais qu'est-ce que je me dis, tiens, ce pays-là, qu'est-ce qui se passe? Essayer d'amener un angle. Et c'est comme si à Gulot, on construisait une espèce de puzzle sur l'Europe. Alors ça peut se passer un bout en Italie, un bout en Espagne, un bout, je sais pas où, en Serbie ou en Suède. On a aussi fait ça. Mais sur le polar, par exemple, on va pas faire des polars du Nord, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on apporte de polars du Nord? On s'en fout, tout le monde en fait. Bon, mécaniquement moins bien. On connaît, par exemple, tu disais, on a effectivement, parce qu'on n'est pas jeune et on lit depuis longtemps, enfin surtout moi, mais pas jeune, hein, mais évidemment on a ce que tu disais sur le polar anglo-saxon, etc. Et maintenant on connaît absolument tout de l'Islande, rien ne... voilà, on a une image de je viens de l'Islande. recevoir bien sûr un nouveau polar islandais qui a déjà 500 000 lecteurs, donc c'est pas lu qu'en Islande, puisque 500 000 lecteurs, c'est plus que le pays d'Angleterre. Il y a plus d'écrivains en Islande que de crimes. Ils ont un crime tous les 6 mois, mais ils ont un polar tous les 15 Après, jours. hommage à Arnaud Lasson, hein, c'est pas, voilà, il y a eu de très bonnes choses. C'est pas, Ils ont même des écrivains français, enfin bon, qui prennent des photos. Et donc, moi je trouve que le nouvel exotisme, et surtout politiquement, et je vais employer un gros mot que Nadège Al-Falal me dirait, il ne faut pas que tu dises ça, je sais pas que tu dis ça. Politiquement, moi j'aime beaucoup cette idée de l'Europe, de la construction européenne. Alors, ok, de gauche, de droite, je m'en fous, hein, c'est pas le problème. Enfin, je m'en fous pas, mais c'est pas le problème. Mais je trouve que si on veut construire l'Europe, ce serait déjà pas mal qu'on sache comment les autres y vivent. On peut y aller, évidemment, c'est encore mieux. Mais bon, quand même, a priori, on ne va pas tous aller toutes ces 5 minutes voyager dans toute l'Europe et voir dans le monde entier, parce qu'il n'y a pas que l'Europe qui est intéressante. Je trouve que cette littérature, elle est absolument passionnante pour quand même avoir une première approche. Et le polar, quoi qu'on en dise, dans le polar, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de l'architecture. Et donc, dans ce passé qui ne passe pas, par exemple, on trouve l'héritage architectural qui joue un rôle sur la mentalité, tout ça c'est passionnant. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on boit? Pour connaître ça, c'est souvent un problème. Chez Arpad Soltèche, ils en sont au stade où ils peuvent boire du pétrole. Enfin, c'est vraiment l'est de la Slovaquie, c'est Far West, c'est des sauvages à l'état pur. Enfin, lui, il est menacé de mort quotidiennement. Vraiment, il y a des boucles Telegram où le mec peut le shooter. Et tous ces éléments de la vie quotidienne, et puis après, évidemment, il y a le talent des auteurs pour magnifier des histoires. On apprend comment sont organisés, je me rappelle les impliqués, on apprend comment le système juridique, c'est pas le même que nous. C'est pas. Voilà, alors, on ne devient pas spécialiste à la fin du bouquin, je ne suis pas avocat en Pologne, mais voilà, on apprend à travers cette série dont tu parlais tout à l'heure que la Pologne, à la fin du 19e siècle, c'est un carrefour de langues, parce qu'elle est dans un empire, que dans les rues on parle le polonais, mais on parle le hongrois, on parle l'allemand, on parle. C'est le yiddish, évidemment. Et ouais, c'est pas. En France, je pense qu'à la même époque, on parlait le français plus les langues régionales. Mais on entendait moins encore déjà parler de l'italien, du polonais qui vont arriver un petit peu plus tard. Et puis ensuite, l'arabe et les langues africaines. Mais voilà. Et du coup, effectivement, on ne peut pas vraiment retranscrire le texte tel qu'il est, quoi. Il faut vraiment l'adapter pour le découvrir. Toutes ces différences, il faut les adapter. Il faut expliquer au lecteur français sans montrer qu'on lui explique. Je trouve, moi, que c'est de plus en plus facile. En France, on connaît de mieux en mieux la Pologne, aussi peut-être par
les séries télé. Oui. aussi. Il y a plusieurs choses, il n'y a pas que la littérature. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de ponts aujourd'hui et de connaissances. Aussi parce que certains, imagine-toi, utilisent les romans policiers comme des guides touristiques, voilà, qui sont peut-être pas dans le top 10, mais je me souviens dans un festival, on est avec Zygmunt Miłoszewski, on est tombé sur un couple qui est français qui vient nous voir, et puis on a adoré votre roman. L'été dernier, on est parti en vacances en Pologne, sur les traces du procureur Théodore Chatzky. Je vous invite tous à le faire. La Pologne est un beau pays, on peut y partir en vacances. Mais moi aussi, ça a changé mon approche, par exemple, de la traduction. Le fait de savoir ça, qu'il y a des gens qui lisent ces livres et qui partent après en Pologne. Vraiment, je me dis, maintenant, même quand je tombe sur un nom de rue dans un texte, je me dis comment je traduis ça. Est-ce que je laisse parce qu'en plus, oui, en Pologne, on décline. Donc, s'il y a une rue qui s'appelle Piłsudski, la rue va s'appeler Piłsudskiego sur la carte. Donc, si je reste Piłsudski, bah, on a le nom de famille du personnage auquel ça fait référence. Mais vous n'allez pas le trouver sur Google Maps. En revanche, si je décline, vous allez trouver ça sur Google Maps si vous y allez, mais vous n'allez pas savoir quel personnage. Voilà. Et après, il y a aussi des noms de rues qui ont un sens dans l'intrigue. Par exemple, dans Un fond de vérité, il y a la rue Żydowska qui est la rue juive. Et du coup, si je ne la traduis pas, dans ce roman qui parle des Polonais catholiques et des Polonais juifs, on perd la référence. Dans Morphine de Szczepan Twardok, il y a Place Bawiciela, qui est la place sans sauveur. Et un personnage complètement perdu qui cherche justement à sortir de situations inextricables. Si je ne la traduis pas, cette place, et à chaque fois il revient sur cette place, à la page 50, à la page 100, l'intrigue le ramène à cette place sans sauveur. C'est quelque chose, c'est un leitmotiv de ce livre-là. Si je laisse le nom polonais, en revanche, vous n'allez pas trouver la place sans sauveur sur Google Maps, quoi. Donc il y a ce genre de petites subtilités, évidemment. Il y a des subtilités beaucoup plus profondes, politiques, historiques, tu l'évoquais. Et donc ça va de mieux en mieux, je pense. Moi je trouve que ce n'est pas du tout des petites subtilités. Parce que je vais vous dire, au moment où les traducteurs sont confrontés à un certain nombre de livres que vous allez trouver dans votre librairie à côté, là, pas sans doute ceux que notre audience aujourd'hui lit, mais il y en a quand même un certain où l'intelligence artificielle a œuvré, parce que ça coûte moins cher qu'un traducteur. Mais avant que l'intelligence artificielle se pose la question de traduire Saint-Sauveur, parce que ça a un lien avec l'histoire, on a un peu de marge encore. C'est pas, je m'en fous de l'intelligence artificielle, c'est pas le problème. Mais là, en l'occurrence, moi je trouve que c'est pas du tout un détail, et c'est justement, c'est bien pour ça qu'on dit traducteur, les littéraires. C'est facile pour moi de les défendre. Je ne suis ni traducteur ni littéraire, donc mais oui, non, mais le truc, c'est que c'est quand même, voilà, je trouve que cet exemple. Et c'est exactement le cœur de ce qu'est la traduction. C'est-à-dire, on en a parlé, donc on ne va pas en faire mystère. On a un truc insupportable dans tous les festivals, tout le temps, avec les auteurs polonais. Bonjour, j'aime bien vos bouquins là, mais ils ont beaucoup de lettres dans leur nom. Oui, alors les gens en Pologne, c'est con là, ils ne s'appellent pas Dupont. Ou John. Donc, oui, madame, comme ça se passe en Pologne, oui, monsieur, comme ça se passe en Pologne, ils ont des noms polonais. Vous voyez, c'est un truc, c'est une invention incroyable. Il y a des C, des Z, des Y, des K. Et pour la série dont on parlait tout à l'heure, des Maria, là, l'éditrice polonaise, elle nous dit, les Anglais, ils ont viré les noms. Ils ont, ça a été traduit en Angleterre, mais on n'était pas le premier pays.
Et ils ont simplifié, parce qu'il y avait 12i, 8y, 4k, bon, j'exagère, évidemment, vous comprenez bien. Mais c'était plus Tu facile. n'exagères pas, mais tu n'as pas pris les bonnes lettres. Là. Et donc, résultat des courses, les Anglais ils se sont dit on va pas s'emmerder. Hein. Hop, hop, hop. Alors, elle ne s'appelle pas Sophia Jones quand même, parce que ça dénoterait un peu. Mais voilà, par exemple, et on s'est posé la question avec Nadège, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, pour un lecteur français qui n'est pas d'origine polonaise, pour lequel ça n'est pas totalement naturel, il ne réfléchit même pas à tiens, ce nom-là il est compliqué, ben non, il n'est pas compliqué, il est polonais, c'est tout. Le truc, moi je m'appelle Vespizer, je peux vous dire que tant que vous ne l'avez pas entendu prononcer, moi j'ai entendu toutes les prononciations de la terre, hein, donc c'est alsacien, voilà. Comme ma célèbre cousine. Et donc, et la Miss France. Et la Miss France, elle est vraiment de ma famille. Je ne devrais pas trop m'en vanter de cette mais de facho, là, mais elle est vraiment de ma famille. Et donc, on a gardé les noms, parce que moi, on s'est dit tous les deux, c'est quand même le respect des auteurs. Et puis, c'est quand même, moi, si je veux lire un truc, mais j'y crois pas, après. Et bon, ça demande un effort. Enfin, ça va. C'est pas péter les neurones. Effectivement, on en a discuté. Ne lis pas à voix haute, on s'en fout. La prononciation. Mais c'est un truc qu'on entend, on en parle, on l'entend tout. C'est vrai, pour le coup, je suis beaucoup plus indulgent que Sébastien là-dessus. Dès le départ, dès ma première traduction, je me suis dit, ok, on est en France, les gens n'ont pas appris à prononcer des noms de famille qui commencent par 5 consonnes. On va essayer de leur faciliter la tâche quand même. Nous non plus, on ne le fait pas en Pologne, mais on a on sait à peu près, par exemple, le SZ, petit cours de polonais, le SZ, c'est prononce comme le CH. C'est juste un che. Si vous voyez un SZ, essayez pas de dire SZ, c'est facile. Voilà. Donc il faut tricher un petit peu, parce que sinon les gens vont se perdre. Effectivement, on ne lit pas à voix haute, mais j'ai remarqué que les gens, du coup, quand ils voient un nom polonais compliqué, ils lisent la première lettre et la dernière. Mais du coup, si vous avez deux personnages qui commencent par la même première lettre, ça y est, c'est trop compliqué. Et du coup, voilà. Donc, il m'est arrivé d'appeler mes complices auteurs en disant tu as 2 personnages qui commencent par la même lettre, est-ce que tu pourrais pas changer l'un des 2 personnages pour juste, voilà, ou la lettre, ou on trouve autre chose. En général, ils me disent oui, effectivement. Et comme ça, vous verrez dans mes traductions, voilà, un petit secret de cuisine de traducteur. A priori, chaque personnage commence avec une lettre différente. Et comme il y en a moins que de lettres dans l'alphabet, on s'en sort. Mais c'est vrai qu'on l'entend tout le temps. Et moi, ma hantise, c'était effectivement, parce qu'il y a d'autres tactiques que je fais. Par exemple, un personnage peut avoir un nom, un prénom, un nom de famille, et un métier et un surnom. Donc l'auteur, déjà, pour ne pas se répéter, utilise ces 4 choses-là. Mais moi, je déplace juste le curseur. C'est-à-dire, on va dire que 50% des fois, il va appeler son personnage par son nom de famille. Moi, je fais plutôt voilà, 50% de surnom ou 50% de prénom. Mais je garde tout ça. Et vraiment, en me posant cette question à longueur de traduction, j'arrive dans un festival et on me dit « Ah, bah, c'est trop compliqué le nom polonais ». Et là, vraiment, les bras m'en tombent. Je me dis « Ah, voilà, encore je déplace le curseur ». Voilà. Mais on ne peut pas arriver à Sophia Jones, quoi. Voilà, donc à un moment, ça se passe en Pologne. Et c'est les mêmes gens qui veulent quelque chose qui se passe en Pologne. Parce que vous venez déjà dans un festival de littérature. C'est déjà, là on parle de plus que de 1% de la population française. Et donc ils viennent dans un festival de polar, qui viennent dans un festival de polar où il y a des auteurs étrangers, et tout ça pour à la fin leur dire, ouais quand même vous pourriez écrire des trucs où il s'appelle John, hein, quand même c'est mieux. Donc c'est super bizarre ça, il y a un côté très schizophrénique.
on a tous, je pense, appris une partie du monde à travers la littérature. Moi, il y a mille endroits, 1000 moments que je ne vivrai jamais, où je n'irai jamais. C'est la littérature. Et si ça ressemblait, si l'intégralité des auteurs dans le monde décrivaient le McDo en bas de chez eux, bon, ouais, ok, super. Mais enfin, s'ils s'appelaient tous, je sais pas, moi, Jim Rambo, ça serait chiant. Et c'est ça qui fait le sel de cette littérature, puisque finalement, ce dialogue aujourd'hui à l'Est, et bien justement, on apprend que tout le monde n'a pas le même nom. On apprend que tout le monde ne mange pas la même chose. On apprend que tout le monde n'a pas la même architecture. Ouais, alors, Mercedes, ça marche partout. Quoi, mais, Peter, je pense à un truc. Oui. C'est, on se rend compte que les noms de villes en France ont toujours été traduits. On ne dit pas London, on dit Londres. On dit pas, enfin, alors, ça se fait plus pour les noms qu'on découvre tout récemment. Quand on trouve un nom maintenant, on a tendance à le garder. Mais tous les noms qui sont connus depuis un certain temps, les noms propres avec le nom de ville, ou même les noms de pays, sont traduits. Ça se faisait pour les personnages de super-héros aussi, comme Marvel. Oui, tout à fait. mais ça vient, il y a un truc qui a changé fondamentalement, là, c'est quand vous regardez les commentaires sur la guerre russo-ukrainienne, il y a une bataille sur le nom des villes. Et donc la France, par exemple, quand vous regardez les journalistes, il y a des trucs, même parfois on a du mal. On se dit merde, c'est quelle ville? Enfin, je ne suis pas un grand spécialiste de l'Ukraine. Enfin, il y avait quand même 400 villes, on savait ce que c'était, quoi. On se dit merde, bah elle est où? Et en fait, voilà, comme c'était assimilé à des noms russes, donc du coup ça redevient une traduction d'un. Et c'est aussi passionnant. En Pologne, effectivement, comme petit cours je vais essayer de ne pas vous ennuyer, mais petit cours d'histoire polonaise, la Pologne, après la Deuxième Guerre mondiale, elle a glissé un petit peu, géographiquement, on va dire ça comme ça. Du coup, on a perdu des villes historiquement polonaises et on a gagné des villes qui ne l'étaient pas forcément. Et du coup, dans la littérature française, ce qui existait, c'est Breslau et Danzig, par exemple. Voilà. Et maintenant, c'est deux villes polonaises, Wrocław et Gdańsk. Et du coup, voilà, à chaque fois qu'il faut la traduire, aujourd'hui, on se dit, alors à quelle époque ça fait référence? Est-ce que ça fait référence à une époque où le nom qui était utilisé en France était Danzig, ou est-ce que c'est une époque où déjà on peut dire Gdańsk? Voilà. Et tout ça sans note de bas de page. Je parle de roman policier. Et est-ce qu'il y a eu une époque où il y a eu des traductions de polonais ou peut-être qui sont passées par l'anglais, comme on l'a vu pour certains pays en Scandinavie ou quoi, où il y a eu une traduction d'abord en anglais, des gens se sont intéressés à la traduction anglaise et ça a ensuite été traduit en français. Et donc encore une étape de plus. Alors, pour le texte, non. Du moins, je pense que chaque éditeur sérieux en France fait traduire à partir du polonais original. Après, pour faire connaître le livre, alors les auteurs polonais savent que pour faire connaître le livre, il faut arriver sur l'une des langues, on va dire, qui n'est pas minoritaire. C'est-à-dire, une fois qu'un auteur polonais est traduit, soit en français, soit en allemand, soit en anglais, soit en espagnol, soit en italien, qui, vu de Pologne, n'est pas une langue minoritaire. Et je vais expliquer pourquoi. Ça ouvre plein de perspectives. Pourquoi? Parce que dans les maisons d'édition françaises, par exemple, il y a des gens qui lisent l'espagnol, qui lisent l'anglais, qui lisent l'allemand, qui lisent l'italien. Peut-être pas tous dans le... Voilà, c'est pas tout le cas, visiblement. Mais... L'espagnol, mais ça... tu le disais pas. Et du coup, c'est beaucoup plus facile, parce que pour un traducteur littéraire tel que moi, en gros, c'est que ma bonne foi, quelque part. J'arrive chez un éditeur, je vais dire, ce livre, il est formidable, il est fait pour vous. Et l'éditeur, il va se dire, mais lui, il veut le contrat, il veut travailler. Et du coup, est-ce que je le crois? Voilà. Et je lis pas le polonais. Et du coup,
En revanche, si je peux arriver en disant ce livre, il est formidable, il correspond complètement à votre ligne éditoriale, je sais ce que vous voulez, et en plus, vous pouvez le lire en allemand, du coup, voilà, ils vont savoir. Et du coup, tout de suite, ça ouvre. Après, le travail sur texte, il est différent. Je sais, par exemple, pour Zygmunt Miloszewski, j'ai été contacté par sa traductrice espagnole et italienne, et en disant, ok, alors, je traduis du polonais vers l'espagnol, mais il y a toutes ces subtilités dont je parlais, des références culturelles, etc. Je lis aussi le français. Est-ce que je peux regarder ta traduction en français pour voir comment tu t'en es sorti? Et donc, cette traductrice vers l'espagnol va avoir à la fois l'original polonais et ma traduction vers le français. Voilà. Et moi, ça m'est arrivé. Voilà, pour Zygmunt Miloszewski, je m'entends très bien avec sa traductrice en anglais. Et en plus, on n'est pas toujours en phase, c'est-à-dire parfois c'est elle qui traduit en premier. Voilà. On s'échange les livres parce qu'elle lit le français. Et du coup, quand c'est moi qui traduis en premier, je traduis juste du polonais. Mais quand elle l'a traduit avant, je peux regarder comment elle a fait pour s'en sortir sur certaines subtilités. Donc il y a tout ce réseau comme ça, voilà. Comme la mafia des libraires, il y a aussi la mafia des traducteurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce. Là pour le coup, c'est pas de l'Est, c'est du nord de l'Europe. Ce poète qui a eu le prix Nobel de littérature il y a quelques années, Trendstromer, quelque chose comme ça, qui est publié en France chez Gallimard et qui est au Castor Astral. Eh bien, il s'avère que ces traducteurs, il y avait, je ne sais plus, 7 ou 8 traducteurs en Europe. D'abord, le vénère l'auteur. Et en fait, ils travaillaient ensemble. C'est-à-dire que le hollandais, le français, l'italien, je ne sais pas qui, l'anglais, blablabla. En fait, ils bossaient ensemble. Parce que, alors, traduire de la littérature, c'est déjà une tannée. Mais alors, imaginez ce que c'est de traduire de la poésie. Moi, je sais même pas. Enfin, il n'y a pas de mots dans mon vocabulaire pour dire mon admiration. C'est hallucinant. Complètement fou. Et en fait, ils travaillaient en commun pour saisir un rythme, une langue. Toi, tu vas bien mieux l'expliquer que moi, mais voilà. Donc ça existe et c'est voilà. Après, croire le traducteur ou pas le croire quand il amène un projet, il y a, même si on ne parle pas la langue, je vais vous dire, il y a des outils aujourd'hui qui sont mondiaux. Vous avez des revues de lecture sur les réseaux sociaux, des trucs, des machins, il y en a. C'est pas très dur de traduire, c'est pas très dur de voir. Les éditeurs nous envoient des espèces de fiches pour dire de quoi ça parle, qu'est-ce que ça a vendu. Alors bon, nous on est aussi pareil, hein, ça a toujours plus vendu sur la fiche qu'en vrai. Ça c'est assez classique. C'est normal, hein, tout le monde fait pareil. C'est vrai que l'intelligence artificielle peut changer ça. C'est-à-dire progressivement, un éditeur pourra avoir un premier jet complètement imparfait. Non, mais en fait, il sera complètement imparfait, justement. Non, mais il n'a pas de sens, surtout. Oui. Il n'a pas de sens. Alors, en l'occurrence, bon, pour arrêter de faire le malin, l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est utilisée réellement en langue adulte. Voilà, on va pas se mentir. Après, je vais peut-être vous faire pleurer, mais Camille Laberg, elle s'est fait gauler. Hein. Une partie dans ses bouquins. C'est un journaliste italien qui l'a topé. Elle a écrit une partie de son bouquin. Enfin, elle a écrit, ça s'appelle, je ne sais pas qui, ChatGPT qui l'a écrit. Et l'autre partie, c'était pas elle non plus. Donc, notre tristesse est immense. Voilà. Voilà. Donc, la refaire traduire par ChatGPT, après tout, c'est pas très grave. Déjà, bon, il sait de quoi il parle. Voilà. Mais honnêtement. Enfin, reprenons l'exemple de Saint-Sauveur, avant que l'IA fasse ça. Et puis surtout, vraiment, Jurica Pavicic, notre auteur croate, parle italien. On le fait venir en France, il rencontre Valerio Varesi, donc je les laisse, moi ça me fait des vacances, ils parlent tous les deux en italien, blablabla. Valerio me dit, je vais regarder s'il est traduit en italien, je vais le lire.
il le lit et il m'appelle et il me dit cette phrase c'est pas très bien traduit parce que je comprends pas ici. Et je comprends pas. Là, il a eu plein de primes en italien et Valerio vraiment plus gentil sur terre. C'est pas possible. Avant qu'il dise du mal de quelqu'un, il faut sortir un fer à souder et vraiment l'attaquer jusqu'à l'os. Et même là, c'est pas sûr qu'il y arrive. Donc, bon. Et en fait, je pense que, je ne sais pas d'ailleurs le traducteur italien, mais ce dont je suis sûr, et pour avoir aussi les traducteurs et les traductrices, au-delà de leurs compétences, bien évidemment, enfin c'est le premier jet, il y a aussi, je ne sais rien, leur culture, enfin, un jeune traducteur, est-ce qu'il va savoir danser, enfin bon voilà, c'est aussi de la culture générale, c'est pas que de la traduction. Je m'intéresse à autre chose qu'à mon métier, je m'intéresse je sais pas quoi, aux mecs qui font des abeilles, et puis paf, un jour je suis en train de traduire, et ben, ce que j'avais appris il y a 2 ans, ça me sert. Bon, voilà. Et je pense qu'Olivier Lanuzel, il traduit mieux que le traducteur italien, voilà. Mais après, il y a le temps qu'on leur laisse aussi, et la manière dont on les paye. En fait, il y a tous les formats. Frédéric Paulin, il est traduit La guerre est une ruse, ce qui me fascine, et traduit en italien. Alors pourquoi ça me fascine? Pas parce que c'est compliqué à traduire, alors ça j'en sais rien. Mais La guerre est une ruse, pour ceux qui l'ont et celles qui n'ont pas lu, c'est donc la guerre civile en Algérie dans les années 90 et la politique française. Et Frédéric Paulin, il écrit pour des Français. Franchement, c'est pour des Français. Donc il y a des ministres, il y a des références qui sont accessibles qu'à celles et ceux qui ont baigné dedans. En Italie, il est sorti chez EO, qui est un grand éditeur qui traduit aussi Hervé Lecor, et qui est l'éditeur qui est maintenant extrêmement connu dans le monde, c'est l'éditeur d'Elena Ferrante. Et bien, la traductrice ne lui a pas adressé un mot. Voilà, un jour on a appris que c'était sorti, parce qu'un jour j'appelle Nadège, je dis putain, il faudrait quand même leur demander chez EO, là, ils nous ont payé, mais on ne sait pas quand est-ce que ça sort. Ils l'ont mis 3 ans à le sortir, pourquoi j'en sais rien. Et j'appelle Fred et je lui dis, mais elle t'a appelé, parce que ça ne me concerne pas, moi, le travail de Fred avec sa traductrice. Il n'a jamais eu de nouvelles de la traductrice, il savait que c'était une traductrice, c'est tout. En revanche, il y a un autre de ses livres qui a été traduit en Grèce. Elle l'a pris pour un écrivain mort. Voilà. Et en Grèce, c'était aussi une traductrice, et là, elle lui a demandé plein de trucs, je sais pas, voilà. Donc, moi je suis sans doute très bien traduit chez vous, c'est pas ça. Je dis, il n'y a pas une façon, il y a chacun, et moi ça me fait déjà halluciner que ce soit traduit en italien. Bon, l'autre truc en Grèce, c'est plus logique. Après, elle a peut-être eu des mauvaises expériences avec des auteurs. Il y a des auteurs plus faciles que d'autres. Peut-être qu'à force, elle s'est dit, je leur pose pas. Mais moi, ça me fascine tellement. Pour moi, elle est brillante. Tellement c'est compliqué ce qu'il fait. Parce que il y a plein de références à la politique française. Enfin, je veux dire, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est pas chiant, mais c'est très complexe. Parce qu'il y a plein de trucs qu'il n'explique pas. Pour nous, je sais pas, quand il parle de Charles Pasqua, il n'a pas besoin d'expliquer tout le background. Tout le monde voit qui c'est. Et comme vous le disiez tous les deux d'ailleurs, pour un roman polar ou pas d'ailleurs, mais enfin, il n'y a rien de pire que des notes de bas de page en bas de chaque page, parce qu'on est quand même dans un roman, donc on apprend des choses, mais enfin, il y a un plaisir de la lecture aussi. Oui. Voilà. Je pense que Camille Barbarski, Sébastien Vespizer, je vais vous remercier beaucoup. Je sais qu'il faut qu'on continue, mais je pense que vous allez pouvoir, avant ou en buvant un coup, bavarder avec le public. Donc, merci à vous, et puis découvrez ces littératures. Il y a une série noire dans les années 80, je me rappelle plus ça, qui est